Et bonjour à tous. Salut à tous sur la team du Club des informateurs. Donc c'est parti pour la vidéo hebdo avec une analyse géopolitique rapide, fondamentale rapide cette semaine parce que les choses se répètent un peu. Et puis après surtout pas mal de graphiques et puis certaines notions quand même de trading que j'ai bien envie de vous donner aussi plus de, de bons mindset de l'investisseur même et du trader, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on est en train de voir sur le marché versus ce que vous entendez souvent sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., pour éviter éviter de faire des erreurs ou de mal se positionner, etc. Donc, en gros, l'info principale qu'on a là durant le week-end, je rappelle d'ailleurs que donc j'enregistre la vidéo là tôt le lundi 25 mai. C'est c'est un jour férié aux États-Unis, pas forcément en France, mais aux États-Unis c'est le Memorial Day, donc ce serait une journée particulière dans le sens où les contrats futurs sont ouverts. On a quelques évolutions, je vais en parler dans un instant. Mais les gros acteurs normalement sont pas présents, font pas trop de transactions sur ce genre de journée. Les indices cash classiques SPX, NDX pour le S&P 500 Nasdaq sont pas ouverts et surtout il n'y a pas de cotation officielle de toutes les actions quoi. Tout ce qui va être les Nvidia, Microsoft et puis après toutes les actions de la sphère américaine ne vont pas coter officiellement. On saura, ça reprendra à partir de demain. Donc voilà, donc dans cette vidéo, comme d'hab, ce sera un peu plus court que les autres fois, mais au niveau du chapitrage, donc rapidement, je vais parler de ce qui se passe depuis vendredi et ce week-end sur le deal US-Iran et en quoi ça va plus ou moins maintenant impacter aussi nos décisions à venir. Le point sur les indices américains, un petit point rapide sur les taux d'intérêt pour vous montrer très rapidement en fait ce qu'il faut surveiller et pas faire trop d'anticipation, parce que beaucoup disent que oui, ça va être le crash à cause des taux, etc. Et si vous écoutez ça, vous sortez du marché éventuellement, bon, il faut pas. Ensuite, un point sur les cryptos, ça va nous intéresser aussi, ne serait-ce que pour l'instant toujours le copie auto qu'on fait, un environnement où il est moins facile de se placer. On voit qu'il y a eu un mouvement vendredi, moi-même qui a été un peu chiant, hein, alors que ça semble repartir, alors que c'était plus solide sur les indices vendredi. Et ensuite, évidemment, les secteurs importants, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va surveiller, de comment je vois éventuellement le comportement sur l'indice des semi-conducteurs qui a boosté le marché jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'il va nous dire en fait en fonction de ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Un point sur des valeurs individuelles, je vais vous montrer qu'il y a sur la tradi, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, notamment dans le quantique et dans le spatial aussi avec l'IPO de SpaceX qui va arriver. J'en parlerai rapidement aussi à cette occasion. Mais c'est pas le but de la vidéo en général. Vous avez pas mal d'articles hein, sur l'IPO à venir de SpaceX si ça vous intéresse plus en détail. Et je terminerai un peu avec les commodities qui vont, tous ces métaux précieux, or, argent, pétrole essentiellement, qui peuvent eux aussi donner des signaux, hein. Tout ça, c'est lié avec les taux, etc. Donc voilà pour le chapitrage à peu près. Et on y va. Donc en gros, là, le deal, donc beaucoup de cinéma, mais en gros, c'est ce qui est en train de se décider. C'est éventuellement ils sont en train de nous dire que là ils vont trouver un accord, ils vont signer ce qu'ils appellent le draft, mais il y a eu on ne sait pas combien de drafts et que ça pourrait aboutir vraiment à un accord. Euh, mais cet accord serait prolongement en fait de la situation de cessez-le-feu actuelle de 60 jours, donc 2 mois, ça nous amène au beau milieu de l'été si c'est le cas. Euh, et avec 3 points essentiels qui bloqueraient encore. Et on va voir comment ces 3 points, en fait, quand s'il y a un truc final qui est rédigé. Donc là, sur cet article de BBC qui date de ce matin, ils disent que là, faut se méfier du vocabulaire hein, solide. Et ça fait plein de fois qu'ils disent qu'il y a un deal solide qui va arriver, mais bon, en face, l'Iran veut rien lâcher, etc. Donc on verra bien ce qu'il en sera. Et, euh, et de là, on sera plus ou moins, on prendra notre biais plus ou moins affirmé d'un côté ou de l'autre sur le marché. Donc les 3 points. Évidemment, le point principal, c'est la circulation dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'Iran va vraiment lâcher sur ce point en disant, bah là maintenant, on fait plus aucune hostilité et on laisse la circulation reprendre comme c'était avant le conflit ou quasiment comme avant le conflit dans le détroit d'Ormuz? Si c'est le cas,
même si c'est éventuellement il y a l'épée de Damoclès de 60 jours, et puis on verra après s'ils se mettent d'accord sur d'autres détails. Ce sera un relief temporaire sur le marché. Vous pouvez être sûr que les prix du pétrole vont continuer à baisser et que les taux, la tension qu'on voit sur les taux d'intérêt va elle aussi baisser. Ce serait globalement évidemment positif sur le marché à court terme, hein, je dis bien. Attention, quand je dis que ce soit pas au bout d'un moment un sell the news, s'il y a d'autres choses qui viennent se gripper, mais c'est pas le scénario le plus probable que je vois pour l'instant, que ça se grippe tout de suite et fortement. Le deuxième point, qui est évidemment très très dans l'accord, hein, qui est très touchy, c'est le nucléaire iranien. Et c'est là où en fait je vois mal comment encore, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans l'accord pour essayer de gagner du temps, puisque Trump, les États-Unis et les pays occidentaux disent qu'il est inenvisageable et bien que l'Iran puisse avoir de l'uranium hautement enrichi et de quoi fabriquer une bombe nucléaire ou de se doter d'un arsenal nucléaire militaire. Et en face, vous avez évidemment le régime actuel iranien qui dit que c'est pour la protection de l'Iran, l'Iran est un régime autonome et qui veut se défendre, hein, voilà, et qui a le droit d'avoir pour sa souveraineté et sa sécurité du nucléaire et que l'uranium enrichi a vocation à rester sur le territoire, etc. Donc ça, c'est très touchy et évidemment, c'est le point de blocage sur lequel Trump peut pas complètement le laisser tomber, hein. Sinon, c'est un peu ridicule. Donc c'est ça qui risque de le plus coincer. Et puis le troisième point, où là, je pense que les US vont lâcher du lest et qui bloquaient un peu, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont essayer aussi par rapport aux Iraniens, de leur dire donc après, c'est à eux de faire aussi des concessions. C'est sur les actifs iraniens à l'étranger qui ont été gelés et qui représentent évidemment un manque à gagner criant pour eux, hein. C'est lever des sanctions, déblocage de ces fonds qui ont été gelés, etc. Et par là même, après, le fameux blocus maritime, même si on a peu d'éléments concrets, mais le blocus maritime qui est fait par la Navy américaine et qui empêche l'Iran d'exporter autant de pétrole qu'il le voudrait et qui pèse donc sur son économie, on lèverait aussi ce blocus, etc. Donc on verra comment tous ces points-là sont rédigés, ce qu'il en est surtout sur le nucléaire et donc sur la circulation à nouveau dans le détroit d'Ormuz. Et de là, en fait, on verra si ça tombe aujourd'hui, si ça tombe plus tard dans la semaine. De là, en fait, en découlera la suite, je dirais, jusqu'à cet été au moins, euh, par rapport à la grande tendance du marché sur les indices américains et donc, pour moi, au final, sur l'ensemble des actifs risqués. Vous allez voir, là, je vais passer à la partie, tout de suite à la partie graphique. Et pour l'instant, le marché anticipe quand même qu'il va y avoir un accord qui va être globalement satisfaisant. Voilà, en gros, c'est assez évident quand on regarde le graphique en journalier. Je rappelle encore très rapidement, là, c'est le S&P 500. Vous voyez le nom de l'actif notamment ici. Sauf qu'à contraire, quand je bouge, pour l'instant, par défaut, je regarde en vue une journée, donc une bougie égale une journée de bourse. Et puis, voilà, ça, je vais l'enlever, ça sert à rien. Voilà, je vous garde des graphiques simples. Donc, vous avez la valeur, hein, toujours à la verticale, les dates à l'horizontale et juste trois moyennes mobiles exponentielles pour laisser les graphiques volontairement simples. En jaune, une EMA 12, en violet, une EMA 26 et pour le plus long terme, en rouge, une EMA 200 et puis un RSI pour voir éventuellement la force soit des acheteurs, soit des vendeurs et de repérer éventuellement certaines divergences aussi. Donc voilà, donc S&P 500, prenant le contrat futur, voilà, ça se passe de commentaires. En fait, c'est bullish. Donc en fait, euh, vendredi, il y avait eu une petite prise de profit qui a été bien plus forte sur les cryptos d'ailleurs, qui nous a stoppé sur le copy auto sur certaines valeurs, mais sur les indices, en fait, c'était beaucoup plus contenu. On a fait genre de rejeter l'ancienne ATH qui datait du 14 mai, et puis en fait, dès aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est pas officiellement ouvert, mais les futurs cotent quand même, et donc on voit ça dans les prix. On ouvre quasiment plus haut, et en fait là, on fait un nouveau record. Pour l'instant sur les contrats futurs, hein, donc pas officiellement sur l'indice cash SPX, mais sur ES, le futur S&P 500, et vous allez voir, c'est pareil pour le Nasdaq, on fait aujourd'hui un nouveau record. Et puis globalement, bah, depuis le bottom que vous voyez ici, donc qui date de fin mars, hein, où ça a commencé à annoncer les cessez-le-feu en Iran, on est en plein contrôle des acheteurs. C'est ce que j'appelle un IMA rider, hein, donc on ride en plus mon EMA en daily la plus courte, donc la 12 ici en jaune. Vous voyez que dans la semaine, petite correction, à peine on la touche, on repart. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire, c'est full control. Évidemment, si on regarde certains
Si on regarde certains niveaux de repli, on a même maintenant, je vais me mettre, attendez, tac, je vais faire ça comme ça, hop, avec l'aimant. Si on regarde depuis l'ancienne ATH, je l'ai l'aimant ou pas? Non. Voilà, là je l'ai. On va y arriver. Pour être précis, quasiment 7100 points. Ancien record sur les contrats à terme S&P 500. Ensuite, si on regarde avec des niveaux FIBO, maintenant, bon, je l'actualise, c'est actualisé régulièrement, hein. Vous voyez que là, on a quasiment, et je viens de le faire, je l'ai pas fait exprès, hein. Je faisais des trucs en live même avec vous, c'est ça qui est amusant. Si on regarde avec ces niveaux-là, bah, vous voyez que même un retour à terme du S&P 500 sur les anciens plus hauts de début d'année, 38,2 de retracement FIBO de toute la hausse, c'est tout à fait correct pour en fait une correction daily et après une poursuite de la tendance. Donc même s'il y avait ça, j'ai envie de vous dire, il va en falloir beaucoup au bears pour remettre en cause la tendance haussière, hein. Donc première alerte à surveiller si jamais on commence à passer en daily clairement sous le MA12 et ensuite on a nos niveaux FIBO. Je vous conseille voilà, vous surveillez vos niveaux FIBO. Le 38,2 c'est 7100 points, ça correspond quasiment à l'ATH précédent, hein, de décembre et janvier 2026. Donc, si jamais le marché devait, pour X ou Y raison, rentrer dans une phase de correction un peu plus marquée, ce serait clairement une zone à surveiller ici pour racheter, hein. Et à ce moment-là, si vous avez X valeurs, que ce soit sur la finance traditionnelle ou sur les cryptos, compris des petites baffes, c'est à ce moment-là où vous dites, tiens, là, c'est peut-être le moment de remettre un billet. Donc voilà comment, en fait, on s'adapte. Comme je vous dis, pour le premier mindset du trader, contrairement à ce que beaucoup disent, l'idée c'est pas de jouer au Nostradamus ou au devin. À chaque fois, on regarde chaque jour, on se fait ses scénarios les plus probables. Et après, en fonction de ce que nous montrent les prix, on réévalue un petit peu en fonction de comment on est positionné. Soit on allège, soit on renforce, soit on reste attentiste. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en faisant brique par brique, on arrive à développer son capital ou à prendre des bonnes décisions de trading jour après jour. Et là, je vous dis, là, évidemment, je peux avoir tort, il peut se passer un truc, l'Iran, l'accord peut complètement capoter tout d'un coup, mais là, jusqu'à preuve du contraire, ce que me montre le prix, c'est que ça sert à rien de paniquer pour l'instant et que c'est contrôle total des acheteurs tant qu'on est EMA 12 rider, hein, comme ça. Donc, quand le prix commencera à montrer des journées rouges plus importantes et pas de reprise quand on revient sur les moyennes mobiles, là, il faudra commencer au niveau du mindset à switcher en disant peut-être qu'il est temps d'être beaucoup plus défensif, peut-être qu'on va pas se précipiter quand même à racheter sur chaque faiblesse. Donc voilà, hein, c'est ça l'idée. Regardez le Nasdaq, c'est la même chose. Je vais pas y passer trop longtemps. C'est la même chose. On est encore plus punchy parce qu'on est sur l'indice tech et que la tech, c'est ce qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est ce qui porte le marché. C'est exactement le même type de choses, vous avez compris. À peine on revient de tester le EMA 12, vous voyez qu'on repart, pareil. Aujourd'hui, pour l'instant, cette séance, même s'il faut la prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, petit détail, là, pour pas que ça vous embrouille, quand je mets le sélecteur sur la bougie que je vous dis aujourd'hui, ça affiche là sur TradingView déjà mardi 26 mai, vous voyez, et pas lundi 25. Parce qu'en fait, il y aura qu'une seule bougie au final aussi sur les futurs. Parce que ça cote, mais lui, il va considérer que la prochaine journée, c'est bien le mardi. Donc cette bougie, elle va durer jusqu'à demain y compris. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je vous dis nouveau record, mais il faudra attendre la confirmation demain de voir comment cette bougie journalière clôturera vraiment, si elle clôture vraiment en ATH. D'ailleurs, ce sera un premier signal hein, intéressant pour voir si on finit le mois de mai en pleine bourre hein, finalement. Pareil, si je vous mets là, justement pour du détail, regardez, euh, le plus haut de la semaine dernière sur le Nasdaq, c'était 29 782. Là, en plus, on approche du seuil symbolique des 30 000 points sur le Nasdaq. Cette bougie-là du jour, mais qui va durer jusqu'à demain,
On verra bien. Est-ce qu'elle va clôturer au-dessus ou en dessous de 29 782? Est-ce qu'on rejette tout de suite l'ATH ou est-ce qu'on s'installe dans un nouvel ATH? Ça, déjà, ça va nous dire si on peut continuer à être confortable sur nos investissements, rester long, pas forcément s'inquiéter à prendre des profits, et puis en intraday, prendre un biais d'intraday et de trading en longue. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vous refais pas les FIBO parce que c'est à peu près pareil. Vous avez compris, sur le Nasdaq, pareil, on a largement le temps derrière de créer s'il le faut. Je vais enlever l'aimant. S'il le faut, on aura largement la place, de toute façon, comme je vous dis, de créer un daily higher low par rapport au plus bas de mars avant de repartir s'il va y avoir une correction. Et ça, pour ceux qui voudraient investir ou des gens qui auraient été retardataires sur des actifs risqués, c'est à ce moment-là qu'on peut remettre des billes. Après, commencer à mettre des billes importantes sur ces niveaux-là, c'est sûr que sur un ratio risque-rendement, c'est pas génial, quoi. Vous prenez quand même beaucoup de risques. Vous prenez le risque de vous manger à tout moment une correction et de vous retrouver du coup avec des positions qui pourraient être dans le rouge hein, pendant un moment. Et je vais compléter pour que ce soit un peu plus intéressant aussi avec l'indice des small caps. Parce que là, vous allez voir qu'il y a un lien aussi avec les taux d'intérêt. Vous savez que les taux d'intérêt, donc là, ça fait parler, les taux d'intérêt sont hauts, ça peut peser sur l'économie et sur les entreprises, mais ça pèse plus s'il y a un problème de taux d'intérêt qui vient à durer, ça pèsera plus sur les petites caps que sur les mastodontes comme Nvidia, Microsoft. Vous vous doutez bien que pour eux, éventuellement, même s'ils doivent faire rouler de la dette ou s'il y a un coût de l'argent un peu plus important, pour eux, ce sera moins gênant que des petites entreprises où il peut y avoir des problèmes de refinancement si les taux augmentent. Donc, quand on regarde l'indice des small cap US, small et mid cap, hein, US Russell 2000, pareil, sur les futurs avec le contrat actuel, vous voyez que c'est un petit peu plus faible dans le sens où lui, il est pas encore là aujourd'hui en ATH. C'était d'ailleurs un peu plus long hein, de repartir. C'est reparti moins fort. On est plus près des anciens plus hauts de janvier 2026. Mais on est en train de se dire, est-ce que là, on va vraiment voir de la rotation vers les small caps US et peut-être que ça pourra aider les cryptos aussi, notamment des altcoins, etc. Dans le sens où le marché passe un degré supplémentaire de prise de risque, de risque on, en fait. Le marché sera encore plus preneur de risque en se disant sur si l'accord US-Iran est jugé bon, que la circulation dans le détroit d'Ormuz reprend. Et donc qu'on a une pression qui se rabaisse sur les prix de l'énergie. Et donc par-dessus ça, des taux d'intérêt qui commencent à refluer, alors le marché va se dire, en plus, l'économie américaine était résiliente, mais là, on a le ciel qui s'éclaircit, donc on va peut-être aller chercher de la perf maintenant sur les actifs les plus volatiles, des small caps. Voilà. Et là, en fait, ça nous amènera vers une rotation. Peut-être que les gros mastodontes, les Nvidia, les Maxet, ou ceux qui sont beaucoup montés déjà avant dans le secteur de l'IA, comme sur la mémoire, etc. Je vais y revenir. Eh ben, peut-être qu'on va voir, comme je disais hein, déjà dans la vidéo d'avant, un flux. L'argent va se déverser vers les autres secteurs, vers des valeurs, vers plus des small caps ou d'autres secteurs qu'on avait moins profité. Et ça voudra dire que là, on verrait le Russell 2000 lui aussi commencer à s'installer confortablement sur des ATH. Et, euh, et c'est là que vous verrez des ratios quand même ou des performances encore plus se matérialiser. Mais c'est là qu'il faudra aussi à terme faire attention parce que généralement après ça, c'est là que voilà, j'ai un scan qui démarre, on va couper ça. C'est là qu'on va en fait faire attention parce que derrière ça, après, c'est les cycles de marché qui pourrait y avoir une correction globalisée. Mais là, on est peut-être voilà à l'aube de voir une poussée importante aussi sur les small caps. En tout cas, maintenant que le Russell 2000, pareil, hein, là il vient de faire un point bas intermédiaire, pareil, un petit peu plus haut, equal low, on va dire, par rapport à fin avril. Et là, il est en train de challenger la résistance. Bon, bah pareil, hein, en daily, il n'y a pas de problème particulier pour les acheteurs hein, sur ce graphique à l'heure actuelle. Donc voilà pour les indices. Donc maintenant les taux. Je vous disais donc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours, là, je vous mets le 2 ans américain. Pourquoi? En fait, les deux références qu'on va surtout regarder, c'est le 2 ans et le 10 ans, et le 10 ans américain. Donc, le 2 ans, c'est celui qui reflète plus, qui est le plus proche, on va dire, des taux de la Fed, des taux directeurs de la Fed. Donc, qui, eux, orientent leurs sentiments sur l'économie
plutôt à court terme et qui vont, ça va, et quand ils set up leur taux d'intérêt, ça a l'impact après sur la mesure et pareil, le niveau de tous les autres taux, même si le marché obligataire, avec les mecs qui prennent des décisions sur le marché obligataire, est important aussi. Mais le 2 ans, c'est celui qui euh, nous dit un petit peu si le marché obligataire est d'accord avec la Fed ou pas par rapport à son taux directeur. Je vous rappelle qu'en ce moment, le taux directeur de la Fed, il est resté à 3,75, 3,75%. Et qu'il y a Kevin Warsh qui vient d'arriver, est-ce qu'il va baisser les taux, etc. Ça, c'est le débat. Le marché obligataire sur le 2 ans, lui, depuis justement avril, et qui a les 3 d'Ormuz est toujours bloqué, là, dernièrement, il l'a pas aimé, il revient un petit peu plus haut. Il nous dit, nous, on est quand même un peu plus inquiet que par rapport à la Fed, on est plutôt sur du 4,15 que du 3,75. Et je vous ai rappelé, je vais pas le refaire, dans la vidéo dernière, je vous ai montré hein, que sur les taux, on avait des niveaux, notamment c'est surtout visible sur le 2 ans, sur le 10 ans pardon et le 30 ans, on était déjà de retour sur des plus hauts. Alors, sur le 2 ans, c'est un peu moins vrai parce que pendant la crise ukrainienne et la remontée inflationniste hein, à partir de 2022, c'était allé plus haut. Mais là, on a temporairement marqué un bottom. Clairement, il faudrait, si pareil, je vais être précis dans cette vidéo, je vous mets l'aimant pour vous donner des niveaux précis que vous pouvez regarder. De toute façon, c'est ce niveau-là, là, ici, avec au maximum 4, on va dire 4,40 sur le 2 ans. Il faut vraiment pas redépasser, quoi. Sinon, c'est qu'il y a un problème et là, la Fed pourra pas, sera difficile, la Fed pourra pas baisser les taux. On aura un problème sur l'économie américaine et donc il faudra faire particulièrement attention. Sur le 10 ans, là, je vous disais la dernière fois qu'il y avait plus de tension. Rappelez-vous, j'avais parlé des 4,50%, puis des 4,80. Donc là, on a fait une excursion rapide la semaine dernière au-dessus des 4,50, 4,60, mais on tend à refluer. Bon, pareil, maintenant, bah, vous surveillez de toute façon le seuil qu'on vient de marquer. Maintenant, c'est simple, la semaine dernière. Et vous vous dites, maintenant, j'ai mon niveau, c'est 4,68%, on va dire 4,70. Mon 10 ans, au pire, vous vous mettez une alerte. Si on recommence à remonter sur les taux, que le 10 ans il commence à s'installer, il close daily au-dessus de 4,70, ça voudra dire, de toute façon, vous verrez sûrement que dans le détroit d'Ormuz, c'est pas réglé, que l'inflation est là. Et dans ce cas-là, ça va peser aussi sur les small caps et ce sera dur de voir de la rotation sur le Russell 2000, sur des altcoins, des mecs qui seront beaucoup risk takers sur les cryptos. Il faut qu'on ait un déstress sur le marché des taux d'intérêt et il faudra surveiller bah, notamment voilà aussi le 10 ans. Donc ne pas remonter ici et plutôt essayer de commencer à se réinstaller vers les 4,30 dans un premier temps pour voir que ce pic, comme par exemple celui-ci qui avait eu lieu en 2025, eh bien il est terminé et que maintenant on va redescendre. Et c'est ça qui nous dira, je peux être aussi plus risk-taker sur le marché et donc que ce soit sur mes investissements ou en trading intraday, commencer plutôt à chercher des longues parce que le marché donne des signes d'apaisement. Donc sur Bitcoin, je vous ai envoyé quelques graphiques aussi hier. Donc là, on a une tentative sur Bitcoin, on va voir, moi ça va me permettre de repasser long, et j'ai envie de vous dire vendredi en plus pas de chance parce qu'on s'est tapé euh, enfin pas de chance, pas qu'à la chance. Et puis moi voilà, je suis peut-être rentré un petit peu tôt vendredi pour essayer de choper des longues, mais voilà sur la journée du vendredi 22 mai en fait il y avait toujours ces espèces de narratives un peu chiantes en mode peut-être que Trump va attaquer, etc. Puis on se rend compte que c'est encore une fois du bullshit. Mais la veille juste avant un long week-end, il y a eu quelques prises de profit sur les indices américains. Et vous voyez que tout de suite, en fait, bah, ça a été racheté et que là, en ce début de semaine, on invalide ce scénario. Mais en fait, quand il y a eu la prise de profit sur les indices, comme en ce moment les cryptos, je vous le dis depuis un long moment maintenant, bah, les cryptos et Bitcoin sont très faibles et beaucoup plus faibles que les indices américains, eh ben, la prise de profit était plus importante. Mais là, depuis, on rebondit. Alors là, maintenant, vous voyez quand même que depuis la perte des 80 000 dollars, on a aussi perdu en jaune et la moyenne mobile, le EMA 12 en daily. On revient aussi là sur la 26. Ces deux EMA court terme pour moi qui faisaient office de support depuis début avril quand le Bitcoin rebondissait un peu, hein, quand il a rebondi des 65 jusqu'à 82, elles faisaient support. Là maintenant, elles sont toujours résistance. Donc j'ai envie de vous dire, ça va quand même être
assez simple pour reprendre du long, mais je vais encore attendre un peu, surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée hybride, comme je vous dis. On a le plus haut de vendredi. Je vous le mets là, qui est à 77 900 dollars, autant dire 78 000. Et on a nos moyennes mobiles exponentielles qui sont là. Donc, si on arrive à faire une clôture daily, qu'on commence à s'installer de manière convaincante au-dessus de ces deux moyennes mobiles et au-dessus de 78 000, alors, on pourra plus rentrer en intraday sur Bitcoin et sur la crypto parce que le plus probable, ce sera qu'ici, finalement, on aura fait un daily higher low au passage en allant choper la liquidité ici du 29 avril qui était juste sous les 75 000. Donc ça, c'était un petit piège, effectivement, peut-être pour sortir des gens qui avaient leur stop ici. Donc voilà, hein, vous voyez la mèche justement dans la nuit de vendredi à samedi qui est venue chasser là-dessous. Et si on repasse après ça bah, au-dessus des 78, on pourra reprendre donc. Mais vous voyez, c'est étape par étape. C'est pas chercher trop à anticiper non plus, parce que il y en a qui peuvent faire les malins des fois quand ils ont anticipé tel mouvement, etc. Mais ça peut, là, ça devient plus un coup ça marche, on fait des gros gains, et puis si jamais il se passe quelque chose de plus important et avant d'avoir plus certaines confirmations, si ça se passe mal, ça peut faire beaucoup de pertes. Et ce que je disais donc dans le groupe après, il faut toujours savoir jouer aussi avec les unités de temps. On zoome, on dézoome. Quand c'est pas clair sur une petite unité de temps, on peut dézoomer sur des unités de temps plus longues pour essayer de voir. Et à l'inverse, quand sur une grosse unité de temps, comme là, je suis en train de vous montrer aussi, on se dit, tiens, là, c'est probablement une zone de retournement. Comment je peux essayer de voir peut-être pour que ça me donne des signaux encore un petit peu plus tôt? Bah, vous zoomez et vous essayez de voir. Et après, vous imbriquez l'ensemble des choses. Par exemple, en 12 heures, ce que je disais, c'est que il y a une possible, les patterns chartistes peuvent paraître tout cons, et il y en a qui disent que ça marche pas, mais ça peut très bien marcher quand on agrège ça avec d'autres choses et en ayant aussi dézoomé au préalable et pas aller chercher une figure chartiste n'importe quand, dans n'importe quelle unité de temps, sur n'importe quel seuil en fait. Il faut savoir faire la différence. Ici, on peut tout simplement avoir, c'est une pattern classique qu'on appelle grossièrement l'épaule tête-épaule, là pour le coup inversé, avec épaule gauche, hein, la tête à l'envers ici, et puis là, si on l'aura déjà fait, là c'est schématique, hein, mais on rebaisse un peu, et puis en fait, eh bien, on inverse les watts d'eau là en 12 heures, on commence à rebondir sur Bitcoin, eh bien, derrière, si on confirme, ce sera la pattern de retournement. Et vous voyez très bien que de toute façon, le seuil de cette figure, ça reste celui que je vous montrais tout à l'heure, le plus haut de vendredi, en gros les 78 000. Voilà. On peut encore rejeter là maintenant. Se positionner long là tout de suite, c'est encore un peu risqué. Peut-être qu'on va encore rejeter le niveau. Mais si on commence à s'installer au-dessus, c'est qu'il se passe quelque chose et que les acheteurs prennent beaucoup plus la main sur Bitcoin. Après, je vais repartir sur la partie crypto. Ethereum rapidement, mais c'est à peu près le même pattern, hein. Là, je suis en 12 heures, je repasse en daily, mais c'est plus faible que Bitcoin, hein. Donc, pourquoi le jouer long quand lui, c'est un des plus Ethereum est plus faible. Il est revenu beaucoup plus bas par rapport au niveau du mois de mars. Peut-être qu'il va se retourner aussi, mais vous voyez qu'on est plus loin des moyennes mobiles 12 et 26, hein, pour renverser encore la tendance, hein. Donc, pour moi, c'est pas un super coin à jouer. ETH, BTC, donc je vous disais les ratios, et ça c'est possible de le faire sur beaucoup de coins. Bah, je vais le mettre là, hein. Attendez. En fait, j'ai plus l'habitude de le taper comme ça, on s'en fiche sur Bitcoin, c'est bon, sur Bitstamp, c'est bon aussi. Voilà, le ratio ETH-BTC, bon, bah, c'est contrôle total des vendeurs. Vous voyez bien, c'est escalier vers le bas, moyenne mobile EMA 12 qui fait office de résistance dynamique en permanence. Tant qu'on n'inverse pas ça, qu'on commence pas à repasser sur l'EMA 12, et même pour ceux qui veulent prendre moins de risques, tant qu'on commence pas à regagner les supports de février, de repasser au-dessus de 0,028, 0,029 même à peu près, il n'y a pas de raison de s'exciter sur Ethereum. Et Ethereum donne quand même un peu le pouls pour les altcoins. Et tant que lui, il récupère pas beaucoup de force, il n'y a pas de raison que l'ensemble du marché des altcoins soit vraiment flamboyant. Donc tant qu'on voit ça, eh ben, ça sert à rien de s'exciter. Bien sûr, il y a toujours quelques coins qui sont forts. Bah, vendredi, moi, je suis rentré un petit peu tôt, mais pareil, Ondo, bah, on va bien voir, hein. Il a fait une fausse mèche là vendredi, mais peut-être qu'il est sur une figure de retournement. Mais justement, maintenant, le niveau du 9 mai, c'est à un peu au-dessus de 0,48. Ça peut être pour la première fois depuis un moment, hein,
sur ce coin une figure de retournement plus long terme, un daily voire même weekly. Donc en fait, on va peut-être attendre un petit peu plus de confirmation et vous voyez de toute façon qu'on est très très loin des anciens plus hauts et même des niveaux de septembre-octobre 2025 et que on aura le temps de faire de l'intraday long si on a une confirmation du break de ce niveau qui était le petit pivot ici de janvier 2026, hein. Donc voilà. Maintenant, moi je me méfie parce qu'on a beaucoup de pump and dump aussi sur les alts. Donc si derrière c'est pour que ça suive pas, on va pas s'acharner non plus, mais on va voir, on va lui laisser le bénéfice du doute. Un qui est forcément fort et qui est de plus en plus à part, c'est Hype. Donc lui, peut-être effectivement, dès aujourd'hui sur de l'intraday, en 5 minutes, ça peut être pas mal puisque là, on est en all-time high sur Hype et qu'on est très très solide. Peut-être effectivement, on pourrait voir une petite divergence sur le daily, sur le RSI, donc il faudrait se méfier, mais c'est à peu près la seule chose, hein. Sinon, c'est un EMA Rider, on accélère à mort depuis la mi-mai, donc ça commence à être pas mal. Voilà. Mais si on prend d'autres, c'est un peu, c'est pas la folie partout, hein. Si on prend même tonne à un moment donné, bon, ça peut encore, mais vous voyez que suite au gros pump initial, pour l'instant, on est passé sous les 0,618 de Fibo, donc c'est un premier signal qui est bof pour les acheteurs. Ça fait un peu encore une énième fois un exit scam à la con, donc un pump d'un coup en 4 jours, et puis derrière, il n'y a pas de relais. Donc là, ça commence à être long, ça fait vraiment genre, on va tout reperdre, quoi. Donc moi, quand je vois ça, j'ai pas forcément envie de me positionner long là-dessus parce que c'est un coup à prendre des stops, etc., à voir sa performance un peu se dégrader à cause de ça. Donc pour moi, il faudra vraiment maintenant sur un coin comme ça qu'on inverse même en daily à court terme la dynamique de swing high, swing low. Donc faut repasser au-dessus des 2,10 hein, maintenant, 2,9, 2,10 pour me dire ouais bah ok, peut-être que les acheteurs sont vraiment là et que c'était pas une espèce de manip encore débile quoi. Donc, et les cryptos, de toute manière, je vous invite, regardez par exemple si vous faites BTC, vous faites ça sur, si vous avez TradingView, vous comparez la force relative des actifs entre BTC sur QQQ, c'est la force relative du Bitcoin par rapport au Nasdaq. Là, je suis désolé de vous dire par rapport pour les crypto fans que c'est pas la joie en fait depuis un moment. Et là, bah, on repart quoi en fait depuis le mois de mai. Forcément, vous avez un Nasdaq qui est on fire grâce aux valeurs de l'IA et des semi-conducteurs, etc. Et vous avez un Bitcoin qui certes rebondit, mais qui de toute façon reste très loin de ses plus hauts historiques, qui rebondit moins fort que le Nasdaq. Donc qu'est-ce qui se passe sur la force relative du Bitcoin par rapport au Nasdaq? Bah, ça descend. Donc dans ce cas-là, pour un investisseur rationnel qui a le choix, pourquoi aller se faire chier à aller mettre de l'argent pour l'instant dans le secteur crypto, alors que c'est pas là que la thune est en train de se faire. La thune, elle est en train de se faire sur la tech, sur l'intelligence artificielle. Là, en plus, on a un narratif qui est en train de naître. Je suis désolé hein, de casser peut-être le délire de ceux qui sont 100% crypto, mais là, la narrative, on sent qu'elle va, je vais y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Euh, Elle est en train de basculer sur le spatial avec l'IPO de SpaceX. C'est pas dit que ça reparte tout court, hein. Et puis surtout, bon, après, au-delà de faire le Cassandre là sur la crypto, de toute façon, maintenant, vous regardez ce ratio BTC sur Nasdaq. Bon, ben moi, je regarde mon daily, je regarde mes EMA aussi, tout simplement, hein. Après, derrière, il suffit d'être curieux, de regarder plein de choses, sans aller sur des indicateurs bizarres et tout, soi-disant, qui vous donneraient des signaux. Il faut être malin, regarder là où il faut regarder, quoi. Moi, c'est clair, tant que on n'a pas une installation durable au-dessus de l'EMA 12 et de l'EMA 26, je vais me dire qu'il n'y a pas forcément une force spécifique sur le marché crypto et je m'attends pas à une performance incroyable. Et donc même maintenant, même si on n'a pas le bottom du bottom, on commence à avoir un nouveau point pivot qui s'est fait ici à peu près sur Bitcoin. Donc, on voit qu'on a une grosse résistance ici à 0,0537 sur ce ratio. Si on veut être encore plus conservateur, on a vraiment le sommet du pivot qui est à 0,0549. OK? TradingView, ça m'énerve toujours sur le truc où il faut appuyer sur l'outil. Voilà, bon 547, 549, vous m'avez compris.
Bah voilà, en fait, je me dis, après je me mets une alerte et je me dis que si sur ce ratio Bitcoin sur Nasdaq, tant qu'il repasse pas au-dessus, je me dis que la hype ne revient pas sur la crypto. En revanche, si j'ai mon alerte là, je me dis, ah, on est en train peut-être on est en train d'inverser la tendance. C'est peut-être le moment d'aller faire de la rotation avec mon argent sur la crypto enfin. Parce que là, si vous vous acharnez depuis septembre-octobre dernier sur la crypto, et que vous n'êtes pas ailleurs, c'est une erreur hein, en termes de management sur l'investissement et même le trading. Il faut aller là où la hype est. Ça, c'est l'autre sujet. Et après, je vais faire une petite pause, moi, avant la deuxième partie de la vidéo sur les secteurs et les valeurs individuelles. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il faut que vous essayiez, en tant que, si vous voulez vraiment vous investir sur ce secteur de la finance, de l'investissement, du trading, etc., même en poussant, il faut, il y a un gros travail à faire qui est pas si simple, c'est de vous défaire de tous les biais et de vous attacher à aucun secteur et d'être ni pro ni anti dans n'importe quel secteur. Il faut savoir être rationnel, regarder avec des lunettes le plus neutres possible. Et c'est vrai que c'est difficile, mais en disant, même si j'aimais ce secteur à un moment donné, je dois reconnaître que là, c'est foireux et qu'en fait, j'en ai un autre, même si je le connais moins, où là, en fait, je vois que la hype est dessus, que les gros sont à tel endroit, que l'argent est en train de se faire à tel endroit. Et vous devez être opportuniste là-dessus. Vous ne devez pas être attaché à un actif plutôt qu'à un autre. Vous devez penser multi-actif. Et vous devez vous dire qu'à un moment donné, vous concentrez votre énergie à tel moment sur tel secteur parce que votre observation vous dit que c'est là que c'est intéressant. Et à un moment donné, vous avez des cycles. Si ça se trouve, comme je vous dis, dans 3 mois, ce sera plus intéressant peut-être sur les valeurs des semi-conducteurs et ça redeviendra intéressant sur les cryptos ou ailleurs. Et là, il faudra savoir le remarquer et savoir tout de suite switcher et se dire, ah non, alors, moi en fait, j'adore les valeurs IA semi-conducteurs, je veux pas trader le spatial, machin. Bon bah, si vous réfléchissez comme ça, vous êtes mort dans ce milieu-là. Il faut savoir être pragmatique et se remettre en question semaine après semaine. Voilà, je fais une petite pause et puis je reprends la deuxième partie après. J'ai essayé de boucler ça en un quart d'heure. Ok, reprenons donc pour la suite de la vidéo, la suite et fin. Donc maintenant les secteurs. Donc on voyait la Bitcoin divisé par le Nasdaq pour voir la faiblesse relative des cryptos. Maintenant, sur les autres secteurs de la finance tradie, vous allez voir que c'est totalement différent. Donc forcément, je vous reparle pas de l'indice des semi-conducteurs SMH qui est en pleine hausse incroyable depuis fin mars, début avril. Et la petite correction qu'on a eue, enfin c'est quand même assez volatile, mais la semaine dernière, à peine ça corrige, on repart. Ceci dit, vendredi dernier, on a bloqué sur les plus hauts précédents. Donc quand même, pour vous faire un petit peu de ratio là, pour vous montrer, si on prend la baisse qu'il y a pu avoir à peu près la correction de la semaine dernière, c'est quand même presque moins 9% sur l'indice des semi-conducteurs. Donc ça secoue parce qu'il y a des valeurs volatiles à l'intérieur. Et il y a beaucoup de volume. Donc ça, il peut y avoir des gros mouvements à la hausse comme à la baisse. Ensuite, bah là, on est de retour sur les plus hauts. Et ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait favoriser de la rotation, c'est qu'on commence à faire du sideways sur cet indice des semi-conducteurs. En fait, qu'on commence à faire ce genre de configuration. Et là, si on a du sideways, on n'a pas de grosse panique et de vente énorme sur SMH, qu'on a du sideways et qu'on voit éventuellement que l'argent commence à se reverser, donc comme je dis, sur d'autres secteurs ou sur les small caps, ça peut être intéressant. Donc surveillance dès demain, quand ça va rouvrir pour les ETF, parce que je vous rappelle que ce lundi 25 mai, ça n'ouvrira pas sur tout ce qui est indice cash, actions individuelles et ETF de ce genre. On verra si clairement on gap up au-dessus des 582,50 là, et que ça continue, en fait, on part en blow-off melt-up mode encore bullish,
ou si on tend à essayer de consolider. Et là, ce sera intéressant pour savoir exactement sur quoi se positionner, quoi jouer. Quand on regarde à côté les Max 7, c'est pareil, avec pareil un petit peu plus de faiblesse hein, quand même. On était beaucoup moins au-dessus des anciens plus hauts que SMH. Mais maintenant, quand vous regardez sur les Max 7, est-ce que vont prendre le relais? Ce qu'il faudra faire attention, c'est est-ce que là on commence pas en daily à faire un point haut plus bas que le précédent et de faire une correction plus marquée. C'est ce qu'il faudra surveiller. Donc sur cet ETF Max 7, c'est la même chose si je reprends des repères précis. Ok, donc on reprend, je suis toujours interrompu là sur cette vidéo. Donc sur les Max 7, le point que je voulais vous signifier, c'est de toute façon, on peut prendre ce pivot de vendredi sur les Max 7 en regardant que si jamais le niveau des 70 pour arrondir, on le reprend, ça veut dire que globalement aussi sur les Max 7, les Amazon, les Google, les Nvidia et compagnie, on reprend euh, de la confiance et que ça va continuer à porter le marché vers le haut. Après, vous avez dorénavant déjà un ETF comme DRAM qui prend carrément les pure players de la mémoire sur l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez que c'est un petit peu la même chose, encore plus volatile que SMH, que le TF des semi-conducteurs au global. C'est-à-dire que là, on a hésité à un moment donné, puis la semaine dernière, on a rebondi, on s'approche des plus hauts. Maintenant, est-ce qu'on va faire une sorte d'équilibrium et de sideways et que l'argent va se déverser après, ou est-ce qu'on repart tout de suite pleine balle au-dessus? Ça dépendra. On verra si c'est toujours IA, data center, etc. qui concentrent tout l'argent ou si la rotation se fait sur d'autres secteurs. Moi, je préférais à un moment donné qu'il y ait quand même de la rotation parce que ça éviterait d'avoir une hyper concentration qui pourrait tôt ou tard amener quand même à des corrections assez violentes. Euh, Effectivement, type blow off top sur un secteur et ensuite éclatement. Quand quand un mouvement devient trop extrême, à un moment donné, vous avez forcément le retour de bâton. Vous avez notamment certains secteurs comme les terres rares qui sont REMX ici. Vous voyez bien, je sais pas, vous voyez bien que on a corrigé avant un peu plus sévèrement. Et donc là, on pourrait repartir, avoir de la rotation sur ce secteur-là. Sur les logiciels, c'est pareil, on a commencé à rebondir, mais c'est un peu plus timide. Rappelez-vous, je vous avais fait euh, des retracements Fibo depuis la forte chute qu'avait subi fin d'année dernière, début d'année, début de cette année, le secteur des logiciels. On commence à rebondir, on s'approche des 50% Fibo de cette baisse. Donc, est-ce que on va continuer en fait pour aller jusqu'à au moins aux alentours des 100 sur cet ETF et la rotation va se faire dans les logiciels? Ou est-ce que finalement une correction un peu plus généralisée va se faire? Ça va être intéressant de regarder cet ETF IGV pour ça, dans le sens où on a en plus une figure éventuellement de retournement à venir qui va être les bons vieux biseaux ascendants, ou là pour le coup un rising wedge, et c'est pareil, c'est le genre de figure qui, pris dans le bon contexte, peuvent quand même donner des informations. Donc là, vous avez tout bêtement ce rising wedge là. Vous voyez que on va arriver à un moment donné à la décision. Et la décision, comme par hasard, on n'en est plus très loin, elle est autour des 50% de retracement FIBO. Donc là, soit ça pète après à la hausse et on a la rotation globale qui se fait sur le marché, soit ça décroche. Et si ça décroche en même temps sur SMH et compagnie, ça voudra dire qu'on a une correction daily qui s'enclenche globalement sur les actifs risqués. Donc ça, ce serait important euh, à surveiller. Sur les autres secteurs, c'est pareil. On est à la croisée des chemins. XLF, les financières, on tend à essayer de mettre en place un bull flag daily. Va-t-on y arriver? On a pris quand même quelques profits vendredi, mais voilà. Tac. Est-ce qu'on fait le bull flag daily ou pas? Ce serait important de savoir pour voir si on a vraiment la rotation, si le marché est dans le type rotation ou pas. Je vous remets la ligne horizontale avec le niveau. Tout simplement le niveau de vendredi déjà.
On verra cette semaine. Si on repasse au-dessus de 52,17, ça pourrait être intéressant sur les financières. La santé, lui, il tente. Et c'est pareil, on a un niveau important. Est-ce que la rotation sur les valeurs de la santé, qui était très en retard jusqu'à maintenant, va se faire? Pour ça, il faut confirmer. On a tenté de passer au-dessus. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Dans la journée de vendredi, il faut clairement établir ce niveau des 150, 150,32, on va arrondir hein, à 150. Si on passe au-dessus, sur XLV, rotation vers le secteur de la santé. Tout ça, c'est intéressant à voir aussi. Le secteur de l'énergie, lui, c'est l'inverse. XLE, c'est pareil, ce qu'on va se noter, c'est le pivot qu'on a formé cette semaine avant de commencer à retracer, quand on a commencé à se dire que ça s'arrangeait en Iran. 61-70. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on corrige finalement et donc il y a une détente sur les actifs risqués et ça baisse sur les valeurs de l'énergie parce qu'on pense qu'on va sortir de la crise du détroit d'Ormuz et des prix de l'énergie. Finalement, on a fait ici une correction haussière en 3 et on repart pour une vague baissière plus importante. Mais par contre, si on réattaque à la hausse et qu'on casse 61-70 sur XLE, danger. Ça veut dire que les valeurs de l'énergie sont pricées en tant que hedge et que ce serait sûrement plus compliqué sur les autres valeurs de la tech et autres actifs risqués. Sur les valeurs individuelles, là, c'est pareil, il faut pas avoir de biais, que ce soit secteur, même de biais politiques et autres, quand on fait de l'investissement et du trading. Ouais, Trump, etc. On peut penser ce qu'on veut de ses excès et tout ça. Sauf que généralement, il parlait avant, il a déjà lancé plusieurs trades hein, cette année quand il parlait d'Intel, ça a fonctionné. Là, il parle de l'investissement d'administration. Il avait déjà dit que le quantique c'était stratégique. Bah, regardez sur des valeurs comme IONQ qui sont un leader du quantique. Il y a eu une news comme quoi l'administration américaine allait investir dans le quantique. Bon bah voilà, on est en train de retourner clairement une tendance où il y avait eu une grosse baisse depuis pareil octobre dernier. Et vous voyez que là où il y a de la hype, là ça ressemble un peu au timing hein, de baisse sur les cryptos, sauf qu'en fait la reprise sur le quantique est plus intéressante que la reprise sur la crypto. Là, on a quand même des belles journées, on casse des anciennes résistances. Donc c'est bon, là, on est sur un secteur où on peut se dire que ça peut être intéressant de commencer à rejouer des EMA Riders comme cela, 12 ou 26 en daily pour accompagner un retour aux ATH. Alors regardez sur le sectoriel, quand même sur les valeurs individuelles, c'est assez intéressant de voir comment aussi le capital va se diriger sur tout ce qui est énergie, nucléaire, uranium. Là, on n'y est pas encore. Peut-être que c'est un secteur qui, lui, va être un retardataire et au fur et à mesure, si ça s'arrange, on verra aussi l'argent revenir ici. Okaelo, qui est un acteur important de l'énergie nucléaire, réacteurs nucléaires, etc. Uranium. Bon, bah, on tente à former ici un daily higher low, mais va falloir encore casser la résistance des 80 pour confirmer un retournement plus long terme. Donc là-dessus, sur ces secteurs, c'est moins avancé que le quantique. À l'inverse, regardez ici la mémoire, on va prendre Micron. Ah, ils étaient déjà très hauts. Et c'est un peu la même chose que SMH, là je vais pas le refaire. C'est est-ce qu'on commence à consolider latéralement ou est-ce que on part vertical et c'est ce secteur qui va continuer à un peu absorber toute la liquidité. Les terres rares, je vais pas en parler. Donc sur tout ce qui est brokerage, fintech, crypto, c'est pareil, c'est un peu plus timide. On voit qu'on est hésitant sur Circle. On est en train de travailler pour reconfirmer en fait un retournement weekly mais c'est pas encore ça. Et puis je vais pas tous les faire, mais je vais finir par exemple sur un exemple sur le spatial. Ici c'est Intuitive Machine. Bon bah voilà, on est plutôt sur une tendance forte qui est en train de se faire avec des découvertes de prix en ATH. Dès qu'on vient toucher là encore hein, le EMA 12, vous voyez, hein, tac, quand un marché est vraiment bullish, c'est racheté. Sur le RSI, ben, on est en train de voir, mais on pourrait partir en zone au-dessus de 70 pendant un temps pour continuer à monter, sachant qu'il y a l'ETF, donc je dis de SpaceX, qu'est-ce que je raconte, l'introduction en bourse de SpaceX
qui a lieu le 12 juin maintenant, normalement. A priori, ça a été décidé. Donc je pense que la hype peut monter jusqu'au 12 juin. Ensuite, on verra et vous avez toutes les valeurs du secteur du spatial. Il y a Rocket Lab. Là, ici, je vous montre Intuitive Machines qui peuvent en profiter. C'est un secteur qui verra peut-être de la liquidité euh, venir. Et donc, si ça vole encore la vedette à la crypto, il faudra pas s'attendre à des retournements spectaculaires sur la crypto aussi. Et donc, si on finit avec les métaux précieux, ça c'est à voir aussi. On manquait de clarté en daily sur le gold, des contrats à terme sur l'or, ou un peu au-dessus de 4500 $. Là, en ce lundi, on avait cassé un point bas, mais on tente à faire une fausse, en fait, un break, bear break, no follow through, comme on dit. Donc, cassure baissière et finalement, c'est pas suivi. Ça peut être un signal bullish, mais donc on attendra. Moi, je verrai voir si sur le gold, on est en mesure de casser le MA12 ou le MA26 avant de repasser plutôt bullish. Quand on manque de clarté sur une unité de temps, même si c'est du daily, on dézoome et on voit derrière ce que ça peut apporter. Ici, on peut clairement si on est bullish sur l'or, on se dit qu'on fait un daily higher low en weekly. Ok? On a eu les excès de l'année dernière et début de cette année. Grosse chute, on rebondit, on repart, on tend à faire un plus haut par rapport au mois de mars. Donc derrière, il faut repartir pour espérer être bullish plus long terme sur les métaux précieux. Mais pour ça, il faut conserver sur l'or si je refais encore la ligne horizontale avec l'aimant. Maintenant, le niveau, c'est simple à préserver sur l'or, c'est 4455 sur les contrats futurs. Si on perd ça, ce sera pas bon. Puis je vous ai parlé rapidement de l'argent, hein. Et lui, c'est pareil, hein, quand l'or n'est pas parti, il a fait une fausse sortie haussière, on revient, et puis maintenant, on stabilise, quoi. Donc, j'avais des niveaux Fibo ici qui servaient plus. Donc c'est pareil, hein. Vous tapez les. Si vous regardez la force relative, vous faites l'argent divisé par le gold. On va se mettre quand même en daily. Et vous voyez que c'est quand même assez hésitant, hein. Donc, il n'y a pas de force relative pour l'instant de l'argent par rapport à l'or. Ce qui veut dire que la partie risk-on sur les métaux précieux est pas totalement là. Et pour finir avec le pétrole, bah justement, comme par hasard, on a une configuration technique qui est en train de s'approcher d'un équilibrium où on est en train de ralentir les fluctuations, mais on tend peut-être à une baisse du pétrole de plus en plus. Donc on va voir. La configuration technique est en train de correspondre bien sûr aux news. Il y aura toujours un prétexte. Mais depuis qu'on a eu l'explosion au mois de mars, derrière on tend, regardez, à contracter les fluctuations des plus hauts plus bas que les précédents, des plus bas, enfin des plus hauts, oui, plus bas que les précédents, et des plus bas, plus hauts que les précédents. Et là, peut-être qu'on va encore, si on hésite, faire la contraction, mais à un moment donné, il va y avoir une décision qui va être prise. Si l'accord est bon, le pétrole va baisser et sûrement revenir à ses niveaux initiaux, vers les 70, on va dire, de pré-conflit. Et ça va libérer une nouvelle vague de hausse sur les indices boursiers. Si jamais par contre ça déplaît et que l'accord ne se fait pas et qu'en fait on part en mode nouveau, le conflit armé va reprendre, cet équilibrium va casser à la hausse. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire le Nostradamus une fois encore, mais de regarder au fur et à mesure les éléments qu'on a pour ensuite prendre les meilleures décisions. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles avec cette vidéo qui a été un peu en deux voire trois temps pour enregistrer. Et je pense avoir donné un maximum aussi d'informations pour la semaine à venir. Et on se retrouve dans le groupe dans le canal privé au fur et à mesure de la semaine, peut-être pas forcément là le lundi 25 parce que c'est pas une vraie journée de bourse, mais surtout à partir de ce soir et demain. Voilà. Bonne semaine à tous.